Donc, monsieur Traoré, peut-être un mot de présentation de Coralie Cuif et ensuite vous allez pouvoir démarrer. D'accord. Je suis directeur de comptable actuellement à la Cour des comptes. Donc, monsieur Traoré, c'est à vous. Vous connaissez déjà monsieur Apolis, que vous avez vu comme enseignant. Oui. Ouais, très bien. Donc, du coup, c'est nous qui vous écoutons maintenant et qui visionnons votre diaporama. C'est à vous. Ok, merci. Madame, messieurs les membres du jury, bonjour. Avant d'engager mon propos dans le cadre de ma soutenance de thèse, je tiens à vous remercier pour votre présence ici ce soir et en même temps remercier mes directeurs de mémoire en fait qui ont participé tout au long de cette année universitaire. L'objet de ma thèse en fait c'est la coordination et la communication dans la prise en charge des personnes âgées à domicile. Vous remarquerez, chers membres du jury, que plutôt d'utiliser le terme le plus usité de maintien à domicile, je préfère utiliser le terme d'accompagnement à domicile et surtout de la prise en charge à domicile, qui me semble correspondre davantage à la réalité de notre quotidien professionnel. Pourquoi ai-je choisi en fait ce thème? Pour plusieurs raisons. C'est au travers de quelques échanges informels durant ma pratique hospitalière, il m'a été confirmé que les SIAD et quelques HAD aussi peinaient à des degrés divers à répondre aux besoins de la population dont le retour à domicile était conditionné souvent par le passage régulier de soignants. J'ai pu donc constater aussi ces conditions de retour à domicile qui étaient compliquées. J'ai constaté en fait qu'il y a une différence entre une prise en charge hospitalière et une prise en charge à domicile, car le patient hospitalisé découvre un univers qui lui est étranger et souvent déstabilisant. Il adopte un comportement de soigné et de receveur de soins surtout. Alors qu'à domicile, le patient est dans son environnement personnel, c'est le soignant qui fait irruption dans cette sphère et c'est à lui de s'adapter. C'est donc cette transformation de la prise en charge qui m'a paru très, très motivant à cerner et à comprendre surtout comment les différents acteurs arrivaient à travailler ensemble autour de la personne âgée. C'est un sujet qui m'a paru très, très intéressant tant du point de vue de son actualité que du point de vue des différents acteurs en jeu. 90% des personnes âgées de plus de 65 ans expriment la volonté de rester à domicile le plus longtemps possible. Et 82% ont rencontré un problème de coordination à la sortie de l'hôpital. Et d'après une étude américaine publiée dans la revue JAMA en 2010, on observe en fait une diminution de 18% de la mortalité après amélioration du travail en équipe. Et pour traiter ce sujet, nous avons adopté une méthodologie de travail. Notre hypothèse de travail était de savoir si les systèmes d'information et de communication pouvaient en fait améliorer la coordination et la communication entre les différents acteurs intervenant au domicile de la personne âgée. Il s'agira, pour répondre à cette problématique, de se poser en fait un certain nombre de questionnaires. Comment organiser la communication entre les différents acteurs du domicile et comment surtout coordonner les différents acteurs impliqués autour de la personne âgée pour sa prise en charge. C'est ce qui nous a donc conduit à cette question principale qui était de savoir comment garantir une bonne communication et une meilleure coordination entre les différents acteurs intervenant au domicile. Et pour répondre à cette hypothèse, nous nous sommes livrés à une importante recherche documentaire afin de saisir les différentes spécificités de cette population. Également, connaître les différents dispositifs mis à la disposition des personnes âgées, tout comme les difficultés que ces personnes pouvaient rencontrer. Nous avons donc étudié les textes législatifs et réglementaires, lu certains magazines et les articles spécialisés, et également les sites internet tels que le site du ministère de la Santé et le site de l'Agence régionale de santé. C'est ce qui nous a donc conduit à faire un stage d'immersion dans un SIAD, le SIAD Sadé Caden qui est situé à Toulouse. Ce SIAD a été racheté en 2014 suite à un appel à projet et géré actuellement, comme je disais, par l'association Notre-Dame-la-Joie. La structure a une capacité de 89 lits, dont 74 places pour les personnes âgées et 15 places pour les personnes handicapées.
Et cette immersion au plus près de la réalité nous a permis en fait de voir les différentes difficultés dans l'organisation du travail entre les différents acteurs, tant au niveau de la communication que de la coordination. Et ce stage nous a aussi permis de constater que chez une même personne, quelquefois plusieurs acteurs peuvent se croiser au même moment, donc ce qui entraîne un manque de coordination, des outils de communication quelquefois qui sont mal adaptés. Et enfin, ce stage nous a aussi permis de cerner le contexte politique et juridique des structures travaillant au domicile, dont le SIAD est le maillon essentiel de cette politique et l'infirmière coordinatrice le pivot de cette organisation. Quelques semaines après le stage, nous nous sommes livrés en fait à une enquête terrain afin de demander tous les intervenants au domicile. Et c'est ainsi que nous avons élaboré un questionnaire que nous avons proposé à nos directeurs de thèse qui l'ont validé. Ce qui nous a donc permis de contacter 35 personnes et nous avons obtenu 18 réponses à nos questionnaires. Il y avait des médecins, des infirmières libérales, des infirmières coordinatrices, des aides-soignantes et aussi nous avons pris contact avec le service social de l'hôpital Joseph Ducoy à Toulouse. Aussi, nous avons interrogé un directeur d'une grosse association à Toulouse et également un président d'association. Et nous avons pris contact au téléphone aussi, compte tenu du contexte sanitaire que vous connaissez, avec le service d'aide sociale aux adultes du conseil départemental, où nous avons rencontré un fonctionnaire qui nous a expliqué le fonctionnement des différentes aides que le conseil départemental mettait à la disposition des personnes âgées. Nous avons récolté en fait ces données entre juin et septembre 2020. Et à l'issue en fait de cette enquête, nous avons analysé toutes les données que nous avons obtenues et obtenu le résultat suivant. Ce résultat montre en fait que 67% de personnes interrogées affirmaient que c'est souvent les familles qui faisaient appel à leurs services. 22% c'était les médecins et 11% c'était l'assistante sociale. En ce qui concerne le partenariat, la plupart de nos structures en fait avaient des partenariats soit avec l'agence régionale de santé, 43%, c'est le cas de tout ce qui est SIAD et l'HAD. Et également avec les infirmières libérales aussi, les médecins généralistes et les kinés. Et 27% étaient en contact avec le conseil départemental, c'est le cas des SAD. Et en ce qui concerne les moyens de communication, les différents moyens de communication, nous pouvons constater que les moyens traditionnels, téléphone et outils papier priment sur les moyens numériques. 35% de notre échantillon utilise encore le téléphone et 32% le dossier papier. Concernant l'efficacité de la communication, 78% de notre échantillon trouvent efficace la communication dans leur structure versus 22%. Et ces 22% évoquaient souvent comme motif de non-satisfaction de la communication dans leur structure un manque de support qui n'est pas écrit, manque de clarté quelquefois, et aussi le manque d'implication de certains soignants, ce qui a entraîné en fait une mauvaise transmission orale et de nombreux intervenants qui étaient dans leur structure. Et quand on demandait en fait à ces 78% est-ce qu'il y avait d'autres solutions pour améliorer la communication, on voyait que 37% privilégiaient en fait les outils informatisés ou les dossiers ou les applications. Concernant la coordination des soins était assurée par 43% des personnes qu'on a interrogées par l'infirmière coordinatrice, 19% ont dit que c'est le médecin et 11% c'était les infirmières libérales. En termes d'efficacité de coordination, 72% de notre échantillon des personnes interrogées étaient satisfaites de la coordination dans leur structure et 28% jugeaient cette coordination inefficace. Et plus de la moitié des personnes satisfaites de la coordination pensent qu'on peut quand même l'améliorer à travers les outils informatisés aussi. Et parmi ces 28% qui jugeaient la coordination inefficace, ils avançaient comme motif de non-satisfaction un manque d'outils de coordination et surtout la distribution des rôles qui n'était pas très très bien adaptée. Et quand on demandait à ces 72% qu'est-ce qu'ils se pensent en fait pour améliorer cette coordination au sein de leur structure,
On se rend compte que 23% privilégient les outils informatisés, ce qui est nettement inférieur par rapport aux 37% qui privilégient les outils informatisés en ce qui concerne la communication, surtout dans nos structures. Et ensuite, on a posé une question par rapport aux SPASAD, ce qu'ils en pensaient en fait de ce dispositif. Et on avait 72% de notre échantillon qui trouvaient que les SPASAD contribuaient très efficacement à l'amélioration de la communication et la coordination au sein de leur structure, versus 17% et 11% n'avaient pas d'avis. Ces 11% qui n'avaient pas d'avis n'avaient jamais entendu parler de ce dispositif. Et quand on leur expliquait justement l'importance que ce dispositif pouvait apporter pour le patient, ils étaient vraiment satisfaits. Et en termes de techniques de l'information et de communication, 80% que les techniques de l'information et de communication amélioraient la coordination et la communication au sein de leur structure. Et parmi ces 80%, 32% trouvaient que seules les techniques de l'information et de communication seules ne suffisent pas. Donc il faut vraiment essayer de conjuguer avec d'autres moyens pour améliorer cette coordination. En termes d'enseignement, les enseignements que nous tirons en fait de notre étude nous montrent que les structures de soins à domicile ne sont pas toujours au courant en fait des interventions d'autres professionnels et planifient alors parfois leur passage en même temps qu'un autre intervenant, ce qui est dommageable pour le patient, car chaque professionnel étant contraint de réduire en fait la durée de son intervention pour laisser son collègue intervenir. Cette faible participation, nous l'avons aussi remarqué entre les SIAD et les SAD, car le cahier de liaison installé où chaque professionnel pourrait consigner ses différentes observations n'est pas systématiquement rempli, ce qui pose le problème de la transmission de l'information. On peut justement aussi s'interroger sur si l'avis de l'usager, c'est-à-dire le patient ou la personne âgée, était vraiment pris en compte dans les décisions qui tournaient autour de lui. Et une fois par mois ont lieu les réunions de secteur réunissant les SAD, les conseillers sociaux en gérontologie du conseil départemental, les médecins du conseil départemental, et ces réunions traitaient des situations des personnes prises en charge et surtout les difficultés que certaines de ces structures rencontraient. Mais pendant ces réunions, l'HAD ne participait pas. Et elle livrait d'accueil aussi ou un règlement de fonctionnement commun ou quasi identique à tous les SIAD. On pense que ça aurait pu améliorer certains gains de temps et l'occasion surtout d'échanger sur les pratiques. On remarque que de nombreux SIAD ont plusieurs clics de rattachement, ce qui n'est pas du tout confortable pour les uns comme pour les autres, car cela induirait une multiplication en fait des réunions et des difficultés de coordination entre les intervenants au domicile qui manquent de temps pour se rendre à chaque briefing. Et ensuite, nous avons tiré comme autre enseignement le conflit qui pouvait régner entre les infirmières libérales et certaines structures de SIAD. Et certaines de ces infirmières libérales se faisaient payer directement en fait avec la carte vitale du patient, alors que le financement de leur intervention était aussi pris dans le budget du SIAD. Et nous avons aussi constaté qu'il y avait pas mal de difficultés pour ces structures à recruter et surtout à fidéliser le personnel aide-soignant. Et enfin, nous avons remarqué en fait un rôle très très important que joue l'assistante sociale par rapport à la coordination entre les services d'aide à domicile et les hôpitaux. Et cette coordination, nous savons qu'elle n'était pas très très parfaite. Mais d'après l'assistance sociale que nous avons rencontrée à l'hôpital Joseph Ducoin, elle nous disait en fait que n'eût été le service social de l'hôpital, la coordination allait être encore pire. Donc du coup, elle à chaque fois en fait, elle prenait contact avec les patients, les familles de foi, et essayait d'évaluer les besoins globaux de la personne et mettait en place des aides en contactant soit le SIAD ou le SAD du secteur dans lequel la personne âgée résidait. L'assistance sociale nous a aussi fait savoir de certaines de ces difficultés, en fait, surtout à faire sortir des patients dans des conditions correctes pendant l'été, car pendant cette période, les SIAD comme les SAD diminuent leur capacité d'accueil et la transmission d'informations, des fiches, des liaisons entre l'hôpital et le SIAD sont très très rarement utilisées. En termes de recommandations,
En termes de recommandations, nous pensons qu'il faut qu'il y ait au moins une meilleure information des professionnels et des familles, car on a remarqué qu'il y a pas mal de méconnaissance des aides possibles et du rôle de chacun dans leur mise en place, ainsi que de qui paye quoi. Et ensuite, il faudrait peut-être développer le lien entre l'hôpital et la ville pour anticiper les retours à domicile par la mise en place d'aides et ainsi éviter les réhospitalisations précoces. Renforcer également le rôle des clics et mettre en place un outil unique et une fiche de liaison commune à ces différentes structures. Cela pourrait améliorer la coordination et la communication. Et les différentes structures aussi devraient travailler aussi ensemble. En conclusion, nous disons que les personnes âgées pour vivre à domicile ont plusieurs aides qui sont mises à leur disposition. Ça peut être des aides financières, l'APA, l'ALD, l'ASH et la PCH. Et nous avons aussi les actions sociales des caisses de retraite, la subvention de l'ANA pour participer à l'amélioration de l'habitat. Et nous avons des aides médico-sociales, comme je disais, avec les SAD et les SPASAD, l'accueil de jour, les hébergements temporaires. Nous avons aussi les aides médicales avec l'intervention du SIAD, les infirmières libérales, l'HAD, l'ESA à domicile, les réseaux de santé, les filières de soins. Et également des aides sociales avec les CLIC, les Maya et des aides sociales pour les personnes âgées. Et nous avons des aides aussi pour les aidants. Les aidants, c'est à travers la plateforme d'accompagnement et de répit, les formations et des aides financières. Et nous avons aussi le dispositif PARPA qui a été mis en place, qui a été expérimenté par 9 ARS depuis septembre 2013, puis généralisé en 2016, et qui a comme objectif d'améliorer le parcours de santé des personnes âgées de plus de 75 ans, et encore autonomes, mais dont l'état de santé était susceptible de se dégrader pour des raisons d'ordre médical ou social. Et son autre objectif aussi, c'est de renforcer surtout les partenariats avec les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé et autres services médico-sociaux. Et ce dispositif aussi a mis en place des outils à disposition des professionnels de santé. Et ces outils qui sont le PPS, c'est-à-dire le plan personnalisé de santé, qui est un plan d'action formalisé à plusieurs sous la responsabilité du médecin traitant pour la mise en œuvre d'interventions pluriprofessionnelles auprès d'une personne âgée de plus de 75 ans. Ces objectifs sont partagés souvent avec le patient car il implique le médecin traitant et au moins deux autres professionnels de santé. Et aussi comme autre dispositif, nous avons la CTA, c'est-à-dire la coordination territoriale d'appui, qui est une plateforme d'information et d'appui à destination des professionnels et des aînés et de leurs aidants. En gros, en fait, si vous voulez, il y a le dispositif CTA a plusieurs missions: informer et orienter, et aussi faciliter l'accès aux droits, démarches et les différentes aides, et activer l'expertise gériatrique et optimiser le recours à la filière. Également l'expertise psychiatrique et les soins en palliatif, et appuyer le lien entre la ville et l'hôpital pour les entrées et les sorties des établissements de santé, et aussi orienter il a une autre mission d'orientation vers l'éducation thérapeutique et les paramédicaux, et gérer les PPS que je viens de citer, et également une observance dans les ruptures de parcours. Et malgré ces différentes aides, nous avons des limites du domicile. Il y a certaines limites qui empêchent les personnes âgées de rester longtemps chez eux. Limites qui peuvent être liées à l'aider, c'est-à-dire à la personne âgée elle-même. Et lorsque la personne a des troubles du comportement, par exemple, des troubles de comportement avec une désinhibition, l'agressivité et la mise en danger de la personne, et aussi les troubles cognitifs avec une désorientation temporo-spatiale qui peuvent compromettre de rester à domicile, et des troubles physiologiques et moteurs. L'aggravation de ces différents troubles entraîne en fait une augmentation de la dépendance et une baisse de l'autonomie. Nous avons aussi des limites liées à l'aide naturelle, c'est-à-dire la famille proche ou des amis.
Et ces aidants peuvent avoir soit des problèmes psychologiques, un stress, une anxiété, des comportements d'isolement, des problèmes physiques, soit un épuisement, une vulnérabilité, et aussi des problèmes sociaux, un isolement social, des problèmes économiques. Donc l'aggravation de ces différents troubles et la baisse aussi de l'autonomie entraîne l'épuisement de l'aidant naturel et une dégradation de la relation entre l'aidant et l'aidé, ce qui peut provoquer une situation d'urgence et parfois une institutionnalisation de la personne. Ensuite, nous avons comme autre limite, c'est les intervenants extérieurs, le SIAD. Le SIAD a un nombre de lits limité et l'HAD qui n'intervient pas dans le milieu rural et qui prend des cas aussi lourds pour les SIAD. Et nous avons les SAD qui n'interviennent pas aussi, qui interviennent de façon ponctuelle. Et aussi nous avons des limites liées à la technologie et à la finance. Donc un lieu d'habitation, ça peut être aussi source d'isolement géographique et social. Un logement qui n'est pas très bien adapté peut entraîner un risque de chute chez la personne âgée, entraînant son institutionnalisation. Des aides pourtant existent pour améliorer l'habitat, comme je disais tout à l'heure avec Lana, mais c'est un véritable parcours de combattant, surtout pour les personnes âgées, car les délais de réalisation sont quelquefois très longs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Et donc maintenant s'ouvre la phase de questions-réponses, d'échange avec vous. Benoît, Coralie, vous voulez démarrer ? Ou je peux le faire, c'est comme vous voulez. Oui, je peux dire quelques mots. Vas-y, je t'en prie. Merci, Monsieur Traoré. C'était conforme à ce qu'on avait pu lire. Là, on a eu un vrai panorama de à la fois l'existant, les difficultés. Et j'aurais quelques questions. Avant ça, je voudrais, avec mon regard à moi, que vous connaissez, qui est assez évidemment juridique, mais vous dire que, notamment sur la question, mais qui est en fait une question importante dans votre propos, mais qui n'est pas la seule du tout, mais disons de la coordination à la sortie de l'hôpital, ou de l'établissement de santé de manière plus générale, c'est une question qui, qu'à ma connaissance, le droit ne règle pas. Et donc ça doit peut-être faire aussi partie du problème, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs divers et variés, mais pour le dire autrement, et pour aller vite, juste pour contextualiser un peu, il y a un contentieux aujourd'hui qui se développe, mais moyennement là, qui tente à faiblir, autour de cette question parce que certaines catégories d'établissements, des établissements privés commerciaux, s'étaient mis à facturer aux patients précisément pour s'y retrouver dans tout ça, ce qu'ils appelaient des forfaits. Et ces forfaits permettaient aux patients, alors moyennant évidemment la rémunération du forfait, d'être mis en contact avec toute une série d'acteurs, voilà. Bon, au-delà même de la question de savoir si ça peut être facturé ou pas au titre des prestations pour exigences particulières des patients, c'est là le nœud de la question, mais ça prouve bien, tout est en train de se résoudre quand même, moi j'ai l'impression, devant les juridictions administratives, sur la question de savoir si pour les établissements de santé au global, parce que là, c'est des établissements privés commerciaux, donc on pourrait... Parce qu'à mon avis, en se reposant sur des dispositions propres au service public hospitalier, soit avec un établissement public ou un ESPIC, peut-être qu'on pourrait s'en sortir. Mais là, de manière générale, pour les établissements de santé, est-ce qu'ils ont une mission d'assurer quoi que ce soit, au-delà même du discours, je veux dire dans le dur, dans les textes, qui permettent de dire que oui, ils doivent coordonner? Eh bien, au fond, en ayant regardé de plus près, c'est pas si évident que ça de répondre oui. Car si ça rentrait vraiment dans leur mission, normalement, ils ne pourraient pas le facturer à part. Bref. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet qu'on retrouve à plusieurs niveaux. Alors après, sur ce que vous en dites, j'ai deux questions pour l'essentiel.
Une première question, vous êtes revenu un peu dans votre présentation orale, et puis dans votre thèse, là je note notamment, c'est page 67, vous avez cette formule, le médecin ou l'équipe médicale, c'est le pivot de la prise en charge du domicile, tout tourne autour de lui. Alors ça, j'aurais bien aimé une précision là-dessus, et puis articuler d'ailleurs, mais ou pas, sur cette place du médecin, avec la question que vous avez évoquée aussi quand même dans toute cette affaire du consentement de la personne. Voilà, puis j'aurai une deuxième question, mais qui viendra peut-être après. Ouais, je peux reprendre maintenant ou il faut que j'attende? Oui, je vous en prie. Ouais, par rapport justement au rôle du médecin comme pivot de la prise en charge, parce que nous savons en fait, par exemple au SIAD, un patient avant de rentrer au SIAD, la plupart des patients sont soit suivis par un médecin, soit un médecin de famille ou une personne un médecin hospitalier. Donc du coup, quand je parle de pivot, c'est que c'est toute la prise en charge tourne autour du médecin. Que ce soit une prescription pour un examen, l'infirmière est obligée de passer par le médecin pour que le médecin fasse l'ordonnance. Et pour le mettre aussi en lien avec d'autres confrères ou avec d'autres spécialistes. Donc il est obligé de passer par le médecin qui doit faire une évaluation d'abord du patient, voir, parce que c'est le médecin qui connaît le mieux en fait les patients à domicile. Donc voilà, c'est au niveau de la coordination. Je pense que c'est pour ça que j'ai utilisé le mot pivot. Et c'est comme l'hôpital aussi, tout ce qui est HAD, c'est parce qu'on a le médecin hospitalier, on a le médecin coordinateur, et nous avons le médecin généraliste aussi. Donc toutes ces personnes doivent coordonner en fait leur action au service du patient. Et s'agissant donc du coup de la trajectoire de la personne et de son consentement à celle-ci, comment vous voyez les choses? Ça vous paraît garanti systématiquement ou... Garanti systématiquement, non. C'est parce que quelquefois, comme je le disais, on se posait aussi la question de savoir si le patient effectivement participait ou il avait son mot à dire par rapport à sa prise en charge, vu que tout le personnel qui tournait autour de la personne. Et quelquefois, ça m'est arrivé pendant mon stage d'immersion avec le SIAD d'accompagner l'infirmière coordinatrice au domicile d'une des patientes où nous avons rencontré sur le champ le kinésithérapeute qui est arrivé, l'ergothérapeute qui était l'autre, ils sont arrivés au même moment. Donc du coup, c'est la patiente elle-même qui a demandé à ce que les deux professionnels puissent s'entendre entre eux pour qu'au moins la prise en charge puisse être coordonnée. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai vu. Et donc du coup, par rapport au consentement dont vous parlez, ça dépend. Il y a des structures de fois qui respectent tout à fait le consentement du patient, et d'autres soit le fait participer ou pas énormément en fait. Oui. Alors cette organisation là, c'est ma deuxième question, et potentiellement, on le sent bien dans votre propos, qu'il soit écrit ou oral, potentiellement dysfonctionnel. Et du coup, je me posais la question de savoir jusqu'où, comment, et est-ce que il y a des conséquences financières à tout ça. Et de manière plus précise peut-être, est-ce que les financeurs, l'assurance maladie en premier lieu, mais peut-être pas seulement, sont attentifs à cet aspect-là des choses en finançant les uns les autres pour des actions qui seraient potentiellement redoublées en réalité? Oui, c'est toute la question qu'on peut se poser. Effectivement, l'assurance maladie finance les soins. C'est pas que l'assurance maladie seule. Il y a aussi le conseil départemental aussi avec les aides de l'APA. Et ils ont un regard en fait sur ces dispositifs. Et comme je disais à l'oral, il y a souvent une réunion en fait qui est organisée au sein du conseil départemental où nous avons les conseillers socio-gérontologiques et les SIAD, les SAD qui interviennent lors de ces réunions. Et justement, c'est par rapport à la prise en charge. Ils parlent de la prise en charge, ils parlent aussi de tout ce qui est financement, tout ce qui est difficulté que ces structures rencontrent. Effectivement, oui, ils ont un regard dessus. Et puis
prenons le cas de l'HAD. L'HAD, l'ARS a un regard sur le fonctionnement de l'HAD. Donc c'est des structures qui sont... Et vous savez du coup si ces différents acteurs subissent des contrôles pour vérifier si chacun reste bien dans son couloir ou... Oh oui, il y a des contrôles, oui. D'accord. Merci. C'est bon. Coralie, tu veux prendre la suite? Je prends la suite. J'ai une demande de précision et une question à vous poser. Okay. Il me semble que vous avez dit dans votre exposé que l'HAD n'intervenait pas en milieu rural. Je me posais la question de savoir si c'était une question de principe ou si c'était un constat que vous aviez fait. J'ai mal compris. En fait, c'est en discutant avec les soignants et le CIAD où j'étais, en fait, j'ai demandé, c'est la question que je me suis posée, je dis, est-ce que l'HAD intervient dans la campagne ou dans des lieux lointains de Toulouse? Ils m'ont dit effectivement que l'HAD ne participait pas, donc du coup, que c'est parce qu'il y a, dans ces structures, il y a les ADMR qui interviennent et que l'HAD intervient lorsque c'est des cas très très lourds. C'est vrai que j'ai pas très approfondi voir si effectivement l'HAD intervenait ou pas mais oui, voilà, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas pendant le stage. Que l'HAD intervenait. Il n'y a rien de réglementaire qui... Il n'y a rien de réglementaire, non. Je pense pas. C'est plus une question de pratique qu'on vous a rapporté. Oui. C'est ça. D'accord, très bien. Et après, je trouve que votre dernière slide était assez parlante sur l'ensemble des actions, des dispositifs, alors sans parler des multiples cibles que vous avez bien repris tous ensemble. Et en regardant ça, je me disais que c'était vraiment plus ancré de structure, de coordination, etc. Il ne me semble pas que pour autant la personne âgée en perte d'autonomie, sachant mieux qu'il y a quelques années à qui s'adresser, et quel parcours elle peut avoir et quelles options elle peut avoir. Est-ce que vous avez une vision, vous, claire? Est-ce qu'en tant qu'usager du système, est-ce qu'une personne âgée, les personnes de sa famille, son entourage, sont en capacité aujourd'hui de savoir à qui s'adresser réellement pour connaître les différentes options qui se proposent et qu'on lui propose réellement un parcours et faisant appel à son choix et à son état? Oui, en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens, comme je disais, même les professionnels, certains professionnels qui sont pas au courant de certaines aides qui peuvent bénéficier. Et les familles, oui, ils ont des difficultés aussi à se retrouver dans tout ce dispositif en fait qui entre l'HAD, le SPASAD, le SAD, ils savent plus à quel service faire appel. Donc du coup, voilà, c'est souvent ils se tournent vers le médecin généraliste, leur médecin de famille. C'est ce dernier qui si ça trouve qu'il a entendu parler d'une structure à côté, voilà, il le dit. Et aussi les structures du domicile sont parce que souvent dans les cabinets médicaux quand même, ils ont en fait la liste de certains SIAD qui interviennent autour de leur établissement. Mais c'est vrai qu'au niveau des familles, c'est compliqué de s'y retrouver. Oui. Le meilleur point d'entrée pratico-pratique, ce serait le médecin de famille, c'est ça? Voilà, c'est le médecin de famille c'est lui qui gère souvent toutes ces prises en charge. Et quelquefois l'infirmière aussi, les infirmières libérales aussi sont en connaissance, ils connaissent aussi ces différents dispositifs. Et le Maya aussi, il y a les clics qui coordonnent toutes les interventions au sein de ce département. Et aussi le conseil départemental qui à travers l'APA, qui participe à des aides pour les personnes âgées, qui peuvent aussi informer. Donc on a pas mal de personnes qui travaillent dans ce domaine et qui coordonnent leur action. Mais pour les familles, j'avoue que c'est compliqué à s'y retrouver. Ouais. C'est pas très coordonné pour autant. Ouais, c'est ça. Merci. Il y a trop de gens qui coordonnent. Oui, exactement, c'est ça.
Oui, il y a, comme c'est la célèbre histoire, il y a trop de barreurs et pas assez de rameurs. Exactement. Je vais prendre la suite. Donc, vous avez fait un travail très très descriptif, un peu de l'ensemble des intervenants, comme Coralie Cuif l'a dit. Alors, j'ai 2-3 types de questions. Une vérification d'abord. Vous avez écrit à un moment donné que l'HAD, d'une part, et un service de soins infirmiers à domicile, un SIAD, ne peuvent pas intervenir conjointement. Vous êtes sûr de cela ? Souvent, oui. Les SIAD et l'HAD que j'ai rencontrés, ça arrive qu'ils interviennent, mais c'est très 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 rare. En fait, l'HAD prend le relais en fait du SIAD. C'est pour ça que je dis que c'est pas possible que les deux interviennent en même temps. C'est devenu possible. D'ailleurs, votre serviteur y a œuvré pendant des années avant que ça n'arrive. C'est possible depuis avril 2018. Voilà, donc c'est possible maintenant depuis presque 2 ans et demi. Ouais. C'est notamment dans le domaine des soins palliatifs, de conjuguer une intervention d'HAD et de SIAD. Pour revenir à ce que vous avez échangé avec Coralie Cuif, en fait, on est aussi, dès qu'on fait de l'accompagnement à domicile, on est toujours un peu dans un modèle peut-être pas familial, mais en tout cas avec un aidant, avec un intervenant, un proche qui permet que la vie à domicile se poursuive. Et donc on voit qu'il y a de multiples structures qui interviennent, peut-être trop, c'est pour ça que se pose la question ensuite de les coordonner. Et donc, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants différents, si après votre travail vous souhaitiez apporter une mesure de simplification, donc de regroupement d'un certain style d'intervenant, quel regroupement, quelle simplification vous proposeriez-vous de faire ? La simplification que je ferai surtout, c'est d'abord c'est demander à tous ces professionnels en fait de travailler d'abord ensemble, et tout ce qui concerne le SIAD et le SAD, comme maintenant avec le développement des SPASAD, je développerai pas mal de SPASAD parce que le SPASAD permet d'avoir un SIAD et un SAD à son dispositif. Donc moi je trouve que le dispositif SPASAD est bien adapté parce qu'en fait la personne âgée a un seul interlocuteur et en même temps il n'y a pas 1000 professionnels qui défilent en fait chez lui. Donc du coup, même les personnes âgées que j'ai demandé, parce que j'ai aussi rencontré certains bénéficiaires du SIAD avec qui je me suis entretenu pour justement savoir qu'est-ce qu'ils en pensent justement de la prise en charge et qu'est-ce que certains m'ont dit effectivement qu'ils ont trop de monde qui défile dans la journée, donc pour faire la sieste et même pour manger, ils n'ont pas aussi leur intimité comme ça en fait. Donc du coup, le SPASAD, pour moi, personnellement, je pense que c'est un dispositif qui permet de canaliser tout ça et de contrôler tous ces professionnels qui interviennent, et ça évite à la personne âgée de se perdre aussi dans sa prise en charge. Donc, en fait, j'essaie de synthétiser, vous seriez favorable à ce que d'ici 3 ans ou 5 ans, on n'autorise plus que des SPASAD, ou qu'on demande à des SIAD et à des SAD de se regrouper, par exemple ? Je dirais peut-être autrement. Je dirais pas qu'il faut autoriser que les SPASAD, parce que bon, les SAD aussi, ils interviennent, ils ont intérêt quand même à exploiter. Mais je privilégierais peut-être la création de beaucoup de SPASAD et surtout de demander à ceux que. Oui, mais attendez. Si vous créez encore d'autres SPASAD, mais que vous laissez les SAD et les SIAD existants continuer à travailler isolément, vous n'avez pas franchement simplifié le système. Ouais, mais en fait, c'est justement la deuxième partie où j'allais intervenir, et je demanderai justement aux SPASAD, au SAD et au SIAD d'essayer de trouver une solution pour fusionner peut-être leur intervention, ce qui peut être intéressant pour les deux structures et même pour la personne âgée, parce que bon, tout autour de la personne âgée, je pense que c'est son avis surtout qui doit compter, qui doit primer par rapport. Donc par exemple, conditionner le renouvellement de l'autorisation au fait de coopérer avec la composante qui manque. Oui. D'accord. Et un dernier élément, vous avez écrit dans votre thèse que l'HAD intervient pour suppléer les prises en charge
qui sont trop lourdes pour les SSIAD. Oui. Vous pensez à quel type de prise en charge quand vous écrivez cela? C'est souvent tout ce qui est polypathologie chronique. De fois, c'est les SSIAD, certains SSIAD n'interviennent pas. Et tout ce qui est souvent en fin de vie et autres, les SSIAD n'interviennent pas. Dès que le soin devient lourd, où il y a plusieurs professionnels qui interviennent, l'infirmière, les aides, soit beaucoup d'infirmières et beaucoup surtout de roulement dans la journée, les SSIAD ils font appel souvent à l'HAD qui en tout cas surtout, et c'est ce que j'ai rencontré, et l'HAD que j'ai rencontré, c'est ceux qui m'ont dit en fait, dès que les soins commencent à être très très lourds, ils passent le relais à l'HAD. D'accord. En fait, c'était une des questions de Benoît Apollis sur la question du contrôle de l'intervention de l'HAD. La définition de l'HAD, c'est pas forcément le nursing lourd, parce qu'ils peuvent avoir des ennuis avec l'assurance maladie dans les contrôles de la tarification, ce qu'on appelle les contrôles T2A. La définition d'une indication d'HAD, c'est le fait que si ils ne sont pas en hospitalisation à domicile, il devrait alors être en hospitalisation à plein temps. Et donc, ça génère parfois quelques incompréhensions sur le bon usage de l'HAD ou le bon recours à l'HAD du côté de leurs collègues qui interviennent à domicile. Tout à fait. Bien, écoutez, pour moi, c'est très clair. On va fusionner les SSIAD et les SAD suite à votre proposition, Monsieur Traoré. Alors, préparez-vous à quelques réactions, parce que naturellement, il y a des SAD qui estiment qu'ils vivent très bien isolément, et d'autres SSIAD aussi, parce que c'est parfois des associations différentes, et donc des présidents différents, des directeurs différents. Mais je vous rassure, je suis persuadé que vous avez raison. Et qu'en fait, notre système est trop morcelé, et que le changement que vous avez désigné est très certainement un des plus intéressants à réaliser. Voilà. Donc, dans la ligne de ce que Coralie Cuif vous a aussi indiqué, qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'intervenants, et que c'est ça qui déclenche cette interrogation permanente sur la qualité ou l'efficacité de la coordination. Bien, est-ce que Monsieur Traoré, est-ce qu'il y a un autre point, une phrase ou une autre que vous souhaiteriez énoncer? Parce que si tel n'est pas le cas, on pourrait, avec Benoît Apollis et Coralie Cuif, passer dans le moment de notre délibération. Voilà. Est-ce que vous avez un point que vous souhaitez encore nous dire? Non, je pense que je vous ai tout dit. Parfait. Donc, on va couper nos micros. Merci de m'avoir entendu. Restez en ligne, surtout ne partez pas. D'accord. On va rester en ligne, on va couper nos micros, on va s'appeler et on revient vers vous dans 3 minutes. D'accord, ok, merci. Ou 4.
Monsieur Traoré, vous êtes avec nous toujours? Oui, je suis là. Voilà, donc Benoît, Coralie, vous êtes là, vous m'entendez? Oui. Coralie? Parfait. Yes. Bon, je demande parce qu'il y a des moments étonnants, je vous ai vus tous les deux tout l'après-midi, mais là sur cette connexion je ne vous vois plus, je ne sais pas pourquoi, et moi j'ai vu que j'apparaissais, je disparaissais, enfin bon, bref. Alors, monsieur Traoré, vous dire que le jury s'est accordé sur le fait que vous avez satisfait l'exercice et donc franchi l'épreuve de la thèse professionnelle. L'épreuve académique est donc et la moyenne qui est nécessaire à l'obtention du titre sont donc atteints. Vous avez une meilleure note lors de la soutenance parce que ce que vous nous avez dit à la fin, qu'il fallait en réalité organiser le rassemblement, la fusion des SIAD et des SAD pour faire des SPASAD, l'acteur un peu généraliste de l'intervention coordonnée à domicile, et ben vous nous avez dit lors de la fin de votre soutenance ce qui était peut-être, ce qu'aurait pu être peut-être le cœur de votre démonstration, en tout cas l'une de vos conclusions de votre écrit. Est-ce que vous entendez ce que je vous partage? Oui, je comprends, oui. Voilà. Mais en fait, vous nous l'avez dit, et c'était important. Et d'ailleurs, je vous ai dit que je partage cette lecture stratégique de la transformation, de l'efficacité, de ce que nous pourrons faire à domicile pour des personnes âgées demain. Donc maintenant, c'est les vacances pour l'Institut Léonard de Vinci. Et donc, en tout cas, pour l'Institut Léonard de Vinci, c'est les vacances. Et tous nos voeux pour les fêtes de fin d'année. Ok, merci. Aussi. Bonne fête aussi à vous aussi. Et merci pour la formation et surtout un grand merci à tous les intervenants, y compris monsieur Apolis et merci à madame Cuve aussi d'avoir participé à ce jury. Merci à vous, monsieur. Félicitations à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Je coupe la communication et Benoît, Coralie, je reviens vers vous comme convenu pour l'attestation. Parfait. Ok. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.